Bonsoir à tous. Ce soir, notre dernier volet sur Canaan, un territoire disputé, de 2007 à aujourd'hui. Alors ce n'est pas qu'il s'est passé beaucoup moins de choses que les décennies précédentes où nous avons pris du temps pour avancer, mais comme nous l'avons vu la dernière fois, ce qui va se passer à partir de 2007 ne va être que des bis repetita, avec évidemment des modulations, avec des contraintes parfois un peu différentes et pas forcément les mêmes pays en jeu, etc. Et voilà, on a compris le principe, donc ce n'est pas la peine de continuer à faire de la géopolitique pour de la géopolitique, l'essentiel étant de bien comprendre qu'il s'agit d'un nœud et que la communication médiatique qui est faite, on se rend compte, une fois qu'on a commencé un petit peu à regarder, puisque nous avons survolé en fait, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, et on va encore en voir ce soir, mais on se rend compte que la communication médiatique est très souvent biaisée, ou tronquée, ce qui fait que l'information donnée, en fait, amène à penser, à être partisan, on va dire, sur un certain sujet, alors que peut-être, si on avait tous les éléments, nous serions plus mesurés. Voilà. Et donc l'idée, c'est de rester toujours factuel, hors passion et émotion. Donc je reprends l'introduction pour la dernière fois, mais parce que c'est vraiment important. Comme je l'ai dit à chaque fois, aborder le conflit israélo-palestinien est compliqué, et on l'a vu les 6 dernières études. On a vu que c'était complexe, et on va encore le voir ce soir, que c'est peut-être encore un peu plus complexe quand on cumule le tout en fait. Sujet qui déclenche beaucoup de passion, avec des accusations qui fusent quasiment systématiquement dans toutes les directions. C'est-à-dire, soit en fonction des informations que nous avons eues, ou en fonction des dernières informations que nous avons eues, nous allons avoir une tendance à accuser Israël, ou alors à accuser le Hamas, ou à accuser Gaza, ou à accuser l'Égypte, ou à accuser... Enfin, ça accuse. Et à partir du moment où on est dans l'accusation, on n'est plus dans l'observation factuelle. Il est difficile d'en parler de façon rationnelle. Puisqu'évidemment, dès qu'on a en face de nous quelqu'un qui va être dans la passion, on perd la raison, c'est-à-dire qu'on perd l'aspect rationnel des choses. Il faut considérer la portée très limitée du conflit israélo-palestinien. Ça, c'est vraiment important aussi. Géographiquement, le territoire disputé est très petit. Voilà, par rapport à la France, ce que représente Israël plus la Cisjordanie plus la bande de Gaza. Le nombre de victimes du conflit israélo-palestinien est faible. Et comme je le dis à chaque fois, un mort, c'est un drame. Voilà. Mais par rapport à d'autres guerres, le conflit israélo-palestinien ne représente que 0,007% de morts par rapport à la population et par an. Et si je le compare avec les 1,57% de morts par rapport à la population du pays et par an, c'est-à-dire 220 fois plus lors des 2 guerres du Congo de 1996 à 2006, ou les 0,13% de morts par rapport à la population du pays et par an, c'est-à-dire 18,5 fois plus que pour le conflit israélo-palestinien, lors des guerres d'Afghanistan de 1980 et 1989, ou russo-japonaise 1904-1905, pour rester sur le XXe siècle. Ces deux guerres, si on peut dire, enfin c'est 3 si je mets la russo-japonaise, parce qu'il y avait à peu près le même nombre de morts, sont les extrêmes, à savoir ce sont les guerres qui ont eu le moins de morts par rapport à la population du pays, pour la guerre d'Afghanistan et russo-japonaise, et celle qui a eu le plus de morts par rapport à sa population sur la guerre du Congo. Voilà. Guerre du Congo qui, en réalité, n'est qu'une suite de la guerre du Rwanda, avec la création d'une tension interethnique au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. On ne va pas revenir sur ce sujet, mais parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Et il faut savoir qu'en fait, ce n'est pas une guerre qui a été directement une guerre interne au Congo. Parce que souvent on dit la guerre du Congo, mais c'est une guerre importée en fait.
À comparer avec les 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde chaque jour, là on parle en jour, on ne parle pas par an, c'est-à-dire 4,57% de la population mondiale. Donc quand on parle de 0,007%, c'est dramatique parce qu'un mort, je le dis toujours, c'est dramatique. C'est une famille détruite, c'est terrible. Mais il faut relativiser les choses et si on est passionnellement engagé dans le conflit israélo-palestinien, peut-être lever un peu la tête et utiliser cette énergie pour d'autres choses qui sont aussi importantes et qui touchent beaucoup de monde. Voilà. Sans pour autant ne plus regarder ce conflit-là, bien sûr. Et ne peut-être pas focaliser. Sa situation géographique en fait un territoire central à ce territoire, ce petit territoire. Il est à la croisée des cultures occidentales, orientales et africaines, puisqu'en fait, il se trouve à la croisée, je dirais, de tous les chemins qui peuvent circuler d'un continent à l'autre. Il est à la frontière entre deux mondes économiques, les sédentaires avec la logique de production d'un côté, les nomades avec une logique de commerce de l'autre côté, ici qui s'affrontent à ce niveau-là, qui se rencontrent et qui vont avoir une tendance, et d'ailleurs toute l'histoire, et c'est ce que nous avons vu dans les premières parties, toute l'histoire avant Jésus-Christ, des 2000 ans avant Jésus-Christ, ne sont que des conflits entre des nomades et les sédentaires. Les sédentaires étant plutôt l'Égypte, les nomades étant plutôt la Mésopotamie. Avec une particularité, c'est qu'Israël est le liant entre le nomade et le sédentaire. C'est-à-dire qu'en tant que nomade, il est rejeté par l'Occident qui est sédentaire, puisque c'est le juif errant, le fameux mythe du juif errant, qui ne doit pas être, puisqu'il est errant, en fait, il ne peut pas être accepté par le monde de sédentaire. Et pour le monde du Moyen-Orient, qui est fondamentalement nomade, en tout cas dans l'esprit, les Juifs, à partir du moment où ils veulent s'implanter dans un pays, ça veut dire qu'ils se sédentarisent, et ça, c'est pas concevable. Donc ils vont être rejetés par les nomades. Donc en fait, ils sont un peu à la frontière entre deux cultures, et qui les rend en fait non catégorisables dans une ou dans l'autre. Ou alors catégorisés dans les deux. Ou assimilables, mais on les catégorise, parce qu'on aime bien catégoriser en fait. Il faut, pour que quelqu'un soit accepté, il faut qu'il soit dans une case. S'il n'est pas dans une case, ça ne va pas, ça dérange, et à ce moment-là on le rejette. Ce territoire est revendiqué par trois religions antagonistes, qui sont le christianisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam, comme terre sacrée. Voilà, et chacune revendiquant Jérusalem comme ville sainte, ce qui n'arrange pas les choses. Revenons maintenant un petit peu sur la situation de la bande de Gaza, pour l'avoir à l'esprit. La bande de Gaza. On a vu que le pays d'Israël, plus la Cisjordanie, plus la bande de Gaza est quelque chose de petit. Mais la bande de Gaza est encore plus petite. C'est un territoire, une étroite bande de terre large de 6 à 12 km, 6 dans sa partie la plus étroite, 12 dans sa partie la plus large, et longue de 41 km. Ce qui fait environ 3 fois Paris, pour situer à peu près ce que ça donne en surface. Donc là, on va parler tout particulièrement de la bande de Gaza ce soir. Donc il faut bien situer que si Israël est petit, la bande de Gaza est très très petit par rapport au monde. Borné par la mer Méditerranée à l'ouest, par l'Égypte au sud, et Israël à l'est et au nord. J'insiste un peu par l'Égypte au sud parce que très souvent, dans certains commentaires, on a l'impression qu'il n'y a que la mer à l'ouest et Israël, comme frontière avec la bande de Gaza. Mais il y a aussi l'Égypte. Et sur à peu près 12, 13, 14 km de long de frontière. C'est pas très grand, mais la bande de Gaza étant déjà pas grande, ça ne pouvait pas être énorme. Cette bande de Gaza est habitée par 1,8 million d'habitants. Alors, avec 4500 habitants au kilomètre carré, la bande de Gaza fait partie des territoires les plus peuplés du monde, derrière Monaco, qui a 24 360 habitants au kilomètre carré, Macao, 22 000 habitants au kilomètre carré, Singapour,
8800 habitants au kilomètre carré, et Hong Kong avec 6800 habitants au kilomètre carré. Et ensuite, c'est la bande de Gaza avec 4500 habitants au kilomètre carré, comme zone habitée, enfin dense, de densification vraiment importante quand même. Donc il y a une grande densité humaine sur ce territoire. Et ces habitants se concentrent dans 5 districts. 5 districts, on a le district nord, Gaza City, centre, Khan Younes et Rafah. Voilà, qui sont découpés en 5 parties. Donc c'est la bande de Gaza est en 5 régions en fait. Le centre névralgique de la bande de Gaza étant Gaza City. Enfin, Gaza City englobant plus que la ville. C'est tout le secteur que j'ai représenté sur la carte. 80% des Gazaouis ont le statut de réfugiés. Donc 80% des habitants de la bande de Gaza, quand je dis Gazaouis, c'est des habitants de la bande de Gaza, ont le statut de réfugiés. La plupart de ces réfugiés vivent dans les 8 camps créés par les Nations Unies en 1948, qui sont en bleu ici. Donc on voit que globalement la densité humaine est importante, mais ça veut dire que dans ces camps elle est plus importante, avec un peu moins dans le reste. Donc on a vraiment une concentration dans 8 camps qui ont été créés par les Nations Unies et qui sont répartis, pas de façon tout à fait égale, mais qui sont répartis sur toute la bande de Gaza. Alors on va faire un petit détour pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le mot réfugié. Parce que vous allez voir que ça va être surprenant. Les réfugiés palestiniens maintenant. Je ne parle pas des réfugiés de la bande de Gaza, je parle des réfugiés palestiniens. 80% des Gazaouis ont le statut de réfugié, c'est ce qu'on vient de voir, donc des habitants de la bande de Gaza. Le statut de réfugié, contrairement au statut de réfugié donné depuis 1945 par l'ONU aux autres populations déplacées au cours des conflits dans le reste du monde, le statut de réfugié palestinien englobe non seulement l'ensemble des personnes qui résidaient en Palestine mandataire, c'est-à-dire sous le mandat britannique, entre juin 1946 et mai 1948, et qui ont quitté leur région à la suite de la guerre de 1948, mais comprend également leurs descendants. C'est-à-dire que normalement, dans le statut de réfugié au niveau de l'ONU, dans tous les pays du monde, ce sont ceux qui ont quitté leur pays pour des raisons de sécurité. Pour les Palestiniens, ça comporte aussi leurs descendants. En conséquence, le nombre de réfugiés palestiniens enregistrés est passé de plus de 700 000 environ en 1950 à plus de 6 millions en 2023. Et oui, parce que dans les 6 millions de réfugiés palestiniens, vous avez des familles entières qui vivent aux États-Unis, en Europe, et qui sont implantées, qui travaillent. Enfin, il n'est pas question pour eux de rentrer, de retourner au Moyen-Orient. Mais ils ont quand même le statut de réfugiés. Mais c'est unique au monde. Hein. C'est que pour les Palestiniens. Donc, quand... C'est juste pour comprendre, hein, mais quand l'OLP, par exemple, demande à ce que tous les réfugiés palestiniens puissent revenir en Israël, ça veut dire que Israël pourrait dire « j'accepte 6 millions de personnes ». 6 millions de personnes dans le pays d'Israël, ça veut dire que la balance population juive arabe change. Mais donc, en fait, le discours est assez particulier et très ambigu. Très ambigu quand on parle des réfugiés palestiniens. Quand on parle des réfugiés gazaouis, ça c'est ceux qui sont sur place. Mais les réfugiés palestiniens, ça englobe tout descendant de quelqu'un qui a vécu sur le territoire israélien pendant le mandat britannique, et descendant pas que direct, hein, première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération. C'est-à-dire que c'est à l'infini, en fait. Et il faut le souligner quand même que c'est unique au monde. Normalement, celui qui a le statut de réfugié, c'est celui qui a quitté son pays, point.
Donc c'est pour ça qu'il faut, pour bien comprendre en fait le nombre qui est parfois annoncé. Si on nous annonce 6 millions de réfugiés palestiniens, c'est énorme. Et ça donne l'impression qu'il y a 6 millions de personnes qui ont été jetées hors d'Israël et qui demanderaient à y revenir. Donc, un, il n'y en a pas 6 millions qui ont été jetés, si on peut exprimer qu'ils ont été jetés. Deux, il n'y en a pas 6 millions qui veulent revenir. Trois, il y en a au grand maximum 700 000. Voilà. Ce qui change. Entre 700 000 et 6 millions, on n'est plus du tout dans les mêmes proportions. Gazaouis, 2 millions d'habitants. Les Gazaouis. Donc la bande de Gaza, on a vu tout à l'heure 1,8 million d'habitants. Donc les chiffres, le 1,8 million d'habitants, c'était qu'il y a quelques années. Donc j'ai arrondi à 2 millions. 80% de ces 2 millions ayant un statut de réfugié, ça représente 1 600 000 habitants. Donc même là, on a un territoire qui, au niveau de sa population, est particulier. Parce qu'on a vu qu'il y a eu des élections en 2006 avec l'élection du Hamas, etc. Mais qui a voté? Parce que la question, moi, j'ai pas réussi à trouver en fait d'éléments factuels qui permettent d'annoncer qui a voté. Est-ce que ce sont les 2 millions d'habitants ou est-ce que ce sont les 400 000 qui n'ont pas le statut de réfugié? Donc là, on ne sait pas quel taux, parce qu'on nous annonce d'un pourcentage, mais qui a voté par rapport à 2 millions d'habitants. En décembre 1949, l'ONU crée l'UNRWA, dont le but est de répondre, donc c'est une organisation, c'est un acronyme en anglais, dont le but est de répondre aux besoins essentiels des réfugiés palestiniens en matière de santé, d'éducation, d'aide humanitaire et de services sociaux. Regardez bien le titre. Ce ne sont pas des réfugiés gazaouis. Ce sont les réfugiés palestiniens. Avec l'existence de cet organisme particulier, les réfugiés palestiniens sont les seuls réfugiés au monde à ne pas dépendre du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est-à-dire que les réfugiés palestiniens, et là on parle bien de tous avec leurs descendants, etc., tout le monde, ne dépendent pas du Commissariat des Nations Unies spécifiquement dédié pour l'aide aux réfugiés, qui est l'UNHCR, mais ils dépendent de cette organisation, l'UNRWA, qui va les gérer et qui va considérer leurs besoins, etc., etc. Cette association UNRWA emploie, je n'ai eu que des chiffres de 2007, mais ça n'a fait qu'évoluer, emploie 113 personnels internationaux et 27 500 personnels locaux palestiniens. Donc ça veut dire que vous avez une organisation palestinienne qui a une enveloppe annuelle, comme je l'ai mis ici, de 1,4 milliard d'euros par an et qui ont pour fonction de gérer les réfugiés palestiniens, c'est-à-dire eux-mêmes. Vous voyez, c'est juste pour montrer qu'il y a un problème là. J'essaye pas d'accuser, j'essaye juste d'être factuel. On voit bien qu'il y a un problème. Et qui finance l'UNRWA? Les États-Unis et l'Europe. Ceux-là même qui aujourd'hui défendent Israël au micro. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a l'affiche et le dessous de l'affiche. Il y a la scène et derrière le rideau. C'est-à-dire que c'est pour montrer qu'il y a des choses qui sont curieuses et faisons attention quand nous nous engageons en fait dans une discussion et vraiment faire attention à circonscrire le vocabulaire utilisé. À circonscrire le vocabulaire utilisé. Il y a des citations quand les mots perdent leur sens. Alors certains ajoutent « on peut gouverner le peuple comme on veut ».
Au départ, c'était une citation de Confucius, voilà, qui parlait de quand les mots perdent leur sens. En fait, l'homme, fondamentalement, la pensée initiale, c'est l'homme perd sa faculté d'analyse et de positionnement, en fait. Parce que des mots vagues entraînent une pensée vague qu'il est impossible de fixer. Petit rappel sur le statut de réfugié. Qu'est-ce qu'un réfugié? Pour tous les autres peuples du monde, c'est un étranger persécuté dans son pays et qui ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de ce pays. Il doit s'agir de persécutions fondées sur la race, la religion, la nationalité, l'appartenance ou à un certain groupe social, y compris pour les considérations liées au genre, à l'orientation sexuelle, au risque d'excision pour les femmes. J'ai repris la citation. Ou sur les opinions politiques. On parle d'asile conventionnel en référence à la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Sachant que les réfugiés palestiniens sont des gens qui vivent depuis 4 générations pour certains aux États-Unis, par exemple, ou en Europe, et qui n'ont aucunement l'intention de quitter leur situation. Deuxième point, l'étranger, c'est un étranger persécuté dans son pays en raison de son action en faveur de la liberté. Il peut s'agir, par exemple, de militants politiques ou syndicalistes, de journalistes, d'artistes ou d'intellectuels menacés par leur engagement en faveur de la démocratie dans leur pays. On parle d'asile constitutionnel à nouveau. Pour l'instant, c'est pas vraiment, ça ne définit pas vraiment ce qu'on a derrière un réfugié palestinien. D'ailleurs, un réfugié palestinien, ça ne veut rien dire, comme on l'a vu, puisque ça englobe des situations sociales tellement différentes que ça ne veut rien dire. Et en troisième point, c'est un étranger qui a obtenu dans son pays la protection du Haut-Commissariat des Nations Unies, mais ne peut plus y rester. On n'est pas non plus dans ce cas de figure. Donc en fait, le terme de réfugié palestinien est ce qu'on appelle... comment ça s'appelle c'est quelque chose de particulier. Il y a un terme, je l'ai perdu, bon, c'est pas grave, c'est très particulier. C'est un idiosyncratisme. C'est-à-dire que voilà, ça se définit que là. Donc il faut vraiment connaître la définition pour pouvoir en parler. Sinon, il y a confusion. Donc je reviens parce que j'ai voulu bien préciser ce que c'était que les réfugiés. Le statut de réfugié palestinien. En 2000, à Camp David, dont nous avons déjà parlé, le Premier ministre israélien Ehud Barak proposa le droit au retour pour 100 000 réfugiés de l'UNRWA et des solutions d'indemnisation pour tous les autres. Des solutions d'indemnisation pour les 6 millions d'autres personnes. Enfin, les 5 900 000, puisqu'il y en avait 100 000, c'était... Voilà. Mais les dirigeants palestiniens ont refusé toute concession sur le droit de retour de l'ensemble des réfugiés. Les gouvernements israéliens ont mis en parallèle la question des réfugiés palestiniens avec les autres exodes de réfugiés au XXe siècle, y compris celui des réfugiés juifs, mais pas que. Fuyant des pays arabes, il a été aussi mentionné les chrétiens. Aucun exode de réfugiés n'a jamais débouché sur un retour dans ces pays-là. Donc Israël, à un moment donné, a dit il ne faudrait pas 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faudrait aussi indemniser tous les juifs, mais aussi les chrétiens et d'autres, qui ont dû quitter des pays arabes pour des raisons similaires, ou annoncées comme similaires. L'autre point qui fait que les dirigeants palestiniens ont refusé, c'est qu'à partir du moment où ils auraient accepté, l'UNRWA n'avait plus lieu d'être, et les 1,4 milliard d'euros par an reversés à qui d'ailleurs ? Puisque ça concerne tous les réfugiés palestiniens du monde, reversés aux autorités palestiniennes de la bande de Gaza. Et là, on a une petite compréhension de pourquoi les autorités palestiniennes refusent toutes les propositions qui seront faites par Israël. Oui. Pour montrer que c'est épineux quand même, c'est un peu compliqué.
Maintenant, je reviens sur 2007. On s'était arrêté à 2007, mais c'était pour resituer un petit peu le contexte, parce que sinon, il nous manque des éléments, en fait, pour bien comprendre. 2007, la bande de Gaza est isolée par les autres pays. Israël ne verse plus les droits de douane, c'est ce que nous avions vu. Je reprends rapidement la dernière diapositive de la dernière fois. Les États-Unis et l'Union européenne stoppent leurs aides financières. En juin 2007, l'Égypte et Israël ferment leur passage frontalier avec Gaza. Donc, c'est pas que Israël, c'est l'Égypte aussi. Donc, la bande de Gaza. Le passage de Rafah est fermé par l'Égypte. Il sera réouvert en 2011, puis refermé en 2013 suite à un coup d'État de l'armée égyptienne. Donc, Rafah est fermé. Rafah dont on entend encore parler aujourd'hui. Et c'est l'Égypte qui détient Rafah et qui gère si c'est fermé ou ouvert. Par ailleurs, l'Égypte détruit les tunnels de contrebande qui approvisionnaient en nourriture, en matériaux de construction et en armes. Ici, du côté de l'Égypte. Israël construit un mur de séparation à sa frontière avec la bande de Gaza et instaure une zone de sécurité du côté gazaoui. Donc avec toute une zone de sécurité, avec une bande de terre où il était interdit de construire quoi que ce soit et la circulation était très surveillée. Je fais un petit détour encore pour bien comprendre les implications de cela. Ouais, encore une fois, on ne va pas à fond dans le détail à chaque fois, mais il faut avoir des éléments. On revient sur le mur de construction du côté israélien avec cette zone de sécurité du côté gazaoui. Zone de sécurité qui a été ce week-end remis sur le tapis par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où Israël dit « nous allons instaurer une zone de sécurité », réinstaurer une zone de sécurité. Cette zone de sécurité, c'est une zone réputée être la plus grande partie des terres arables de la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'en fait, on entend régulièrement le fait que c'est injuste parce que c'est la partie la plus riche au niveau agricole de la bande de Gaza. Donc c'est supprimer une partie quand même importante des revenus et de la production agricole de la bande de Gaza. Alors, j'ai fait quelques recherches parce que j'aime les éléments factuels. Les on dit que ne m'intéresse pas plus que ça. Donc j'ai pris une courbe que vous pourrez retrouver, j'ai mis des références en bibliographie, sur les terres agricoles en kilomètres carrés entre Israël d'un côté et Gaza et la Cisjordanie. Alors, commencez, puisque j'ai obtenu les chiffres qu'à partir de 1961, donc j'ai commencé en 1961, et on voit l'évolution de la surface agricole en Israël, ici, et en Gaza plus Cisjordanie. Je n'ai pas eu les chiffres de Gaza seul, je ne peux pas trouver, et Gaza plus Cisjordanie, ici. Bon, voilà. Et puis là, je fais une petite pause. Je fais une petite pause en 1993. Pourquoi ? Parce qu'en 1993, il y a eu les accords d'Oslo, dont on a déjà parlé, avec une rétrocession progressive et partielle des territoires occupés à l'OLP. C'est-à-dire qu'à partir de 1993, Israël ne gérait plus les territoires de la bande de Gaza et la Cisjordanie. Donc là, on a eu une chute vertigineuse, puisqu'on est revenu à un état qui était nettement moins bon qu'avant 1961 sur la bande de Gaza. Et ici, après, il y a eu une grosse chute, évidemment, en Israël. Mais je ne vais pas tout étudier pourquoi. Parce que je vais m'arrêter en 2008, je vais juste donner quelques dates pour montrer que ce qui se passe à l'international a des répercussions, ce qui se passe au niveau même politique, je dirais, a des répercussions pratiques. En 2008, après avoir gagné les législatives de 2006, le Hamas a pris le contrôle de la zone par un putsch, en expulsant les forces liées au Fatah fin 2007. C'est-à-dire qu'on avait déjà vu que le Hamas en 2006, il y a eu des élections, que le Hamas, sur la bande de Gaza en 2006, des élections, que le Hamas avait gagné, pas non plus à 95%, mais qu'il avait gagné, et que les perdants étaient le Fatah. C'est-à-dire, quelque part, des rivaux palestiniens. Et en fin 2007, en fait, ils ont éjecté le Fatah. Et là, à l'éjection du Fatah, il n'y avait que le Hamas qui gérait. La proportion de terres agricoles de la bande de Gaza s'est littéralement effondrée. Là, on est arrivé très très bas.
Le point le plus bas ici, l'Égypte rouvre le poste frontière de Rafah pour certaines denrées non militaires. Vous avez, c'est-à-dire que la chute vertigineuse, si on fait une étude proche, on va se rendre compte que la chute vertigineuse vient premièrement de la gestion du Hamas d'un point de vue agricole, et deux, du fait que l'Égypte a fermé Rafah et donc n'approvisionnait plus en semences et en outillage la bande de Gaza. Mais ça n'a rien à voir avec Israël. Absolument rien. Or, on voit qu'ici, l'intervention de la fameuse zone de sécurité, elle est ici, sur la partie plane. Donc, elle n'a rien changé en réalité. Elle n'a rien changé sur la surface totale, en milliers de kilomètres carrés, sur la surface totale de surface agricole de la bande de Gaza. Après, on va voir ici une explication sur le pourquoi ici ça remonte de façon assez vertigineuse en Israël. Il y a une raison. La première raison, c'est qu'il y a eu un incendie du Carmel en 2010, qui a détruit près de 500 km² de forêt qui deviennent des terres agricoles. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une catastrophe, mais quelque part, ça a ramené des terres agricoles, puisque une grande partie de ces forêts n'ont pas été replantées, mais ont été cultivées, utilisées comme terres arables. Donc ça veut dire que on était aux alentours à l'époque de 5000 km², bien on est passé à 5500 km² en quelques années, puisque ça ne s'est pas fait en un an. Il a fallu retrouver ces terres, etc., les préparer. Et donc ça a permis un essor agricole. Et en 2016, à partir de 2016, le gouvernement de Benyamin Netanyahou autorise de nombreuses colonies en Cisjordanie. Et comme les colonies de Cisjordanie sont réputées et comptabilisées comme des territoires israéliens, forcément, à partir du moment où il y a une colonie en Cisjordanie qui s'établit, ça fait de la surface supplémentaire en Israël et de la surface en moins pour la Cisjordanie. Donc c'est pour ça qu'ici, on va avoir en face une chute, une petite chute ici, parce que bon, les colonies, ça ne représente pas non plus des centaines de milliers de kilomètres carrés. Hein. Donc, mais ça explique en fait pourquoi il y a un énorme essor ici, sous le gouvernement de Netanyahou, de la surface de terres agricoles. Voilà, c'est juste pour expliquer un peu la courbe. Voilà. Et Israël durcit le blocus de la bande de Gaza du fait que le Hamas se soit rapproché de Daesh et des partisans de l'État islamique, ainsi que du nouveau gouvernement égyptien. En fait, donc, il y a un blocus supplémentaire du côté de la bande de Gaza. Par contre, il n'y a pas de colonie dans la bande de Gaza, mais il y a des colonies en Cisjordanie. Voilà. Donc, pour bien comprendre. Mais tout ça, c'est pour souligner que quand on dit que l'agriculture de la bande de Gaza a été complètement saccagée à cause de cette zone de sécurité, j'ai vu des articles qui l'affirment. Si on prend les chiffres, je dirais, rationnels, hein, c'est du contractuel, c'est du factuel, non. Non. Voilà. Ce ne sont pas les éléments prépondérants de la difficulté agricole que peut connaître la bande de Gaza aujourd'hui. Donc voilà, donc cette zone de sécurité israélienne. Et là, après, tous les passages vont être fermés, à l'exception de Kerem Shalom et Soufa, réservés pour les marchandises, dans le sud de la bande de Gaza, du côté israélien. Donc là où ce sont des marchandises qui vont passer. À l'exception d'Erez, réservé pour les personnes, dans le nord. Bon, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas sur ce sujet. Seuls les personnels des organisations internationales et les malades peuvent y transiter. Côté mer, l'accès aux frontières par bateau est interdit aux Gazaouis. C'est-à-dire que vous avez ici toute une zone située au niveau des frontières qui est interdite pour éviter qu'il y ait des transferts par la mer ici, assez simple. Ils sont obligés de faire un long détour par la mer, ce qui rend les choses plus difficiles et plus observables et plus... on peut les bloquer plus facilement. La zone de pêche est aussi restreinte. Et la zone de pêche des Gazaouis est restreinte. Donc là, je reprends une autre carte un peu plus large sur la bande de Gaza.
Les accords d'Oslo de 1994 définissaient une zone de pêche de 20 000 des côtes. 20 000 marins. Israël restreint la zone à 12 000 marins en 2002. Puis à 10 000 en avril 2006. 10 000 marins. Puis à 6 000 marins en octobre 2006. On voit quand même que ça se restreint énormément. Puis encore à 3 000 marins en 2009. Suite à une trêve en 2021, Israël est revenu à une zone de 12 000 marins. Donc on est passé à 12 000 marins. Donc on est resté jusqu'à 3 000, je l'ai mis en gris là, très faible en fait, c'est-à-dire que quasiment rien. Hein. Sachant qu'il y a quand même, il faut le dire, il y a une grande partie des revenus de la bande de Gaza qui provenaient de la pêche. Alors quand on dit grande partie, c'est pas non plus majoritaire, mais il y a une partie importante quand même, non négligeable. Donc au niveau de la pêche, c'était compliqué. D'autant plus que, selon les Nations Unies et le Hamas, les zones les plus poissonneuses se trouvent à plus de 8 000 marins de la côte. C'est pourquoi le Hamas revendique un retour à une limite à 20 000 marins. Voilà. Alors, c'est amusant parce que les Nations Unies et le Hamas reconnaissent que les zones poissonneuses sont à plus de 8 000 marins. Israël a laissé jusqu'à 12 000 marins. Mais donc, comme c'est plus que 8 000, il faut 20 000. Enfin, bon. Après, ça peut se justifier. C'était les accords d'Oslo, etc. Bon. Voilà. C'est pour bien expliciter, une fois de plus, ce qu'il en est. Parce que bien souvent, il manque des informations. Et même là, il manque une information. Pour comprendre pourquoi Israël a restreint la zone de pêche. Alors évidemment, c'est parce qu'il y avait des bateaux de pêche qui n'étaient pas vraiment des bateaux de pêche. Enfin bon, voilà, c'est la guerre, quoi. Mais il y a une autre raison, sous-jacente encore, un peu plus profonde. Remarque. C'est en 2002 que les premiers grands gisements de gaz sont découverts et susceptibles d'être exploités au large de la bande de Gaza. Et quand on regarde les cartes, je me suis amusé, entre guillemets, à le faire, à regarder les documents, et on se rend compte qu'à chaque fois que les gisements se rapprochent de la terre, à chaque fois la limite, elle est au-deçà. C'est-à-dire qu'Israël ne voulait pas que le gouvernement, enfin les responsables palestiniens de la bande de Gaza aient accès à ces gisements, qui sont de plusieurs millions de mètres cubes de gaz. On estime à 40 millions de mètres cubes. J'ai pris une carte pour montrer voilà, les différents gisements, parce que on va pas passer beaucoup de temps, mais pour bien comprendre qu'il y a des raisons sous-jacentes en fait. Alors vous allez me dire, oui, mais là on dépasse largement les 20 000 marins, parce qu'on est très loin sur le... Oui, mais c'est parce que c'est une nappe en fait qui n'est pas limitée. C'est-à-dire qu'elle court sous la terre, et donc elle arrive jusqu'au bord là. Ce qu'on appelle les marines, les Gaza Marine 1, Gaza Marine 2. Les accords d'Oslo 2, signés en 1995, ont accordé à l'autorité palestinienne la juridiction maritime sur les eaux jusqu'à 20 000 nautiques de la côte. Par conséquent, l'autorité palestinienne a signé un contrat d'exploration gazière sur 25 ans avec la société British Gas Group en novembre 1999, c'est-à-dire avec les Anglais. Alors, juste pour le petit calcul, 1999 plus 25 ans, c'est 2024. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en réalité, il y a aussi un autre enjeu. Parce qu'en 2024, la bande de Gaza pourrait récupérer l'exploitation de cette nappe gazière. Et c'est un enjeu, je dirais, stratégico-économique, entre Israël et Gaza aussi, qui rentre en ligne de compte par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, c'est pour vous montrer que c'est pas simple. C'est loin d'être simple. Après, de là à dire qui a raison, qui a tort, chacun fera son avis. J'essaye de donner des éléments factuels pour montrer que, attention, il faut bien peser les choses. Pour comprendre les tenants et les aboutissants. Et là, on voit encore qu'il y a eu Lord Balfour, on en a parlé, qui avait présenté les choses de façon très ambiguë par rapport au monde arabe et par rapport au monde juif, par rapport à cette lettre ouverte pendant la Seconde Guerre mondiale.
Eh bien là, ça continue l'ambiguïté quelque part, puisqu'en fait, les Gazaouis n'ont pas le droit d'exploiter, mais c'est la société British Gas Group qui a exploité pour les Gazaouis. Donc en fait, c'est très ambigu à nouveau. C'est pour ça que sur les conflits que vous avez là, vous entendrez très peu parler des Anglais. Parce qu'ils sont quand même relativement impliqués dans des choses qui ne sont pas louches, hein, parce qu'il y a des contrats, etc., mais qui va les empêcher de prendre vraiment position, en fait, parce que c'est un peu compliqué quand même. Oui, donc ça explique pourquoi l'Angleterre, aujourd'hui, on en entendra certainement beaucoup plus parler en 2025, quand il n'y aura plus cette concession. 2009. Voilà, maintenant on a fini un petit peu la présentation, mais pour montrer que c'est loin d'être simple. Et encore, on a vraiment on a survolé. 2009, Benjamin Netanyahou revient au pouvoir via des alliances avec l'extrême droite israélienne. Il reprend une politique de colonisation de la Cisjordanie. Bon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la courbe par rapport aux territoires agricoles. Dès lors, la position radicale du Hamas se traduit de deux manières. On va voir deux réactions du Hamas. Des tirs de roquettes qui, au départ, sont circonscrites à une zone frontalière de la bande de Gaza, parce qu'en fait, il n'y avait pas de puissance, on va dire, il n'y avait pas de puissance de feu. Puis petit à petit, les équipements se perfectionnent, les réseaux d'achat d'armes se consolident, et ils vont de plus en plus loin. Projectiles accrus. Donc les projectiles ont accru leur portée pour atteindre, voilà, en 2014, les villes comme Tel Aviv, hein, pas Tel Aviv, Tel Aviv, une faute de frappe, Jérusalem ou Haïfa ont été touchés. Donc c'est-à-dire beaucoup plus loin. Le dispositif de défense israélien Dôme de fer en a intercepté les 3/4. Et le deuxième axe sur lequel va travailler le Hamas, c'est des tunnels pour permettre l'incursion de ces combattants en Israël. Donc il y a des tunnels dans la bande de Gaza, puisque c'est truffé de tunnels. On estime aujourd'hui que dans cette bande qui fait 41 km de long, enfin 3 fois Paris, hein, il y a 1000 km de tunnels. Donc c'est énorme. Hein. Mais il y a des tunnels qui rentrent sur le territoire israélien pour ressortir sur le territoire israélien pour pouvoir faire une incursion directe par des tunnels. Voilà. Donc ça, c'est à partir de là, à partir de 2009-2010, qu'ont commencé cette stratégie des tunnels. Au tout début, quand ils ont commencé à construire des tunnels, officiellement, c'était pour amener l'eau dans la bande de Gaza. C'était la couverture. Très rapidement, ça tenait plus comme couverture, vu les réseaux qu'il y avait. Et donc, ce discours n'est plus vraiment d'actualité. Au tout départ, c'était ça. Je dis ça, c'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui encore, quand le gouvernement israélien a dit « on va les remplir d'eau, ces tunnels ». Et en fait, ils ont dit « puisque ces tunnels avaient pour vocation à être des réseaux d'eau, nous allons les remplir d'eau ». Donc c'est le jeu un petit peu, comment dire, tu me manges, je te mens, parce qu'Israël c'est très bien, mais voilà, pour essayer de jouer un peu l'ironie, on va dire, voilà, parce que plutôt que d'utiliser des gaz neurotoxiques ou des choses comme ça qui sont formellement interdites, les remplir d'eau de mer, puis en plus, et le gouvernement israélien, quand on leur dit, oula, quand même, ils ont dit, mais c'était leur vocation initiale. Oui, voilà. Alors Israël réagit très fortement à ces agressions territoriales. Et on va pas parler juste énoncé, hein, mais l'opération Pluie d'été en 2006, l'opération Plomb durci en 2008-2009, l'opération Pilier de défense en 2012, l'opération Bordure protectrice en 2014 et la crise israélo-palestinienne de 2021 et ce qu'on appelle le déluge d'Al-Aqsa de 2023. On est dedans là. Donc à chaque fois, ce sont des réactions violentes face à des agressions, soit par roquette, soit par tunnel, soit les deux. Beaucoup affirment, et surtout les chrétiens évidemment, affirment que les choses s'accélèrent pour aller vers l'accomplissement de toutes les prophéties. Et donc il y a une sorte d'ébullition, d'excitation dans le monde chrétien très branché fin des temps,
pour nous dire que tout s'accélère, tout s'accélère, tout s'accélère, tout s'accélère. Il faut savoir que depuis des siècles, des prophéties s'accomplissent. Ce n'est pas parce qu'il y a une prophétie qui s'accomplit de notre vivant à nous que les choses s'accélèrent. Il y a juste une prophétie qui s'est accomplie. C'est tout. Les choses s'accélèrent. Vraiment, je mets point d'interrogation, puisque on le dit, mais une fois de plus, soyons factuels. Essayons de poser les choses. Nous avons vu dans nos différentes parties, nos différentes études, qu'à maintes reprises, il y a eu plutôt des coups de frein. Mais pourquoi pas? Peut-être que les choses s'accélèrent. Regardons. 2020, on va parler des accords d'Abraham. Je vous dis, entre 2007 et 2020, il s'est passé beaucoup de choses. Mais voilà. On va se concentrer sur ce qui se passe là. 2020, les accords d'Abraham. 2 traités de paix entre Israël et les Émirats arabes unis, d'une part, et entre Israël et le Bahreïn, d'autre part. Donc c'est-à-dire que ce sont 2 pays, donc Israël en bleu, ici, les Émirats arabes unis, ici, et puis le Bahreïn qui est tout petit, ici. Alors, ces accords d'Abraham, ils promeuvent le dialogue interreligieux. Ils promeuvent le dialogue interculturel. Entre les 3 religions abrahamiques et toute l'humanité. C'est-à-dire que ce sont des accords qui sont énormes. Parce que ce sont des accords qui mettent par écrit, entre ces 3 pays, qu'il faut promouvoir le dialogue interreligieux, le dialogue interculturel entre les 3 religions abrahamiques, à savoir judaïsme, christianisme, islam. Le préambule du traité de paix fait état du conflit israélo-palestinien. Parce que c'était quand même difficile de faire un traité de paix israélo-arabe sans quelque part mentionner le conflit israélo-palestinien, dont on a vu qu'il était indémêlable, parce qu'il ne s'agit pas de 2 parties qui s'opposent, mais il s'agit d'Israël qui s'oppose à une partie palestinienne qui elle-même est subdivisée entre Hamas, Hezbollah et Fatah, mais viennent jouer l'Égypte, qui ne veut absolument pas perdre la péninsule du Sinaï, la Syrie, qui ne veut absolument pas perdre le plateau du Golan, et la Jordanie, qui ne veut absolument pas perdre la Cisjordanie. Donc en fait, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ne pas le mentionner, c'était impossible. Donc, dans le préambule du traité, le conflit israélo-palestinien est nommé. Il rappelle les traités de paix israélo-égyptiens de 1979 et israélo-jordaniens de 1994. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur des choses passées qui ont été faites avec des traités qui ont été faits entre Israël et l'Égypte et entre Israël et la Jordanie. Voilà. Le traité signé à Washington en 1979, à la suite des accords de Camp David de 1978, dont on a déjà parlé, et qui fait de l'Égypte le premier pays arabe à signer un traité de paix et à reconnaître Israël. Donc il mentionne, ce traité d'Abraham. Mais un changement de gouvernement a rendu la concrétisation de ce traité impossible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu plutôt un coup de frein, une fois de plus, là. Puisque là, on partait vers la paix. Vers une paix de tout le Moyen-Orient. Et un renversement de gouvernement égyptien fait que, pof, tout est reparti à zéro. La Jordanie en fera de même en 1994 avec le traité de paix israélo-jordanien à la suite des accords d'Oslo. Il y a eu Camp David, Oslo. Mais en 2020, Benjamin Netanyahou refuse l'accès à l'esplanade des mosquées au prince héritier Hussein de Jordanie, alors qu'en vertu du traité de 1994, elle reste sous autorité jordanienne. Un retour en arrière est alors visible et inévitable. C'est-à-dire que le prince de Jordanie, après ces accords de paix, c'est bon, donc il dit, un peu provocateur, mais je vais aller sur les esplanades des mosquées parce que ça m'appartient, puisque d'après le traité, c'est mon territoire. Et là, Benjamin Netanyahou lui dit « Niet, je refuse. Je refuse. Non. » Résultat, en plus, il a refusé au dernier moment, ça veut dire que le prince était sur le départ, donc c'est-à-dire qu'officiellement il y allait, donc c'était de la provocation à l'état pur. Donc forcément,
retour arrière, marche arrière. Mais ces marches arrière-là ne sont pas mentionnées dans le traité d'Abraham. On dit juste que il y a déjà eu, ce n'est pas les premiers accords de paix entre Israël et un pays arabe, puisqu'il y en a déjà eu un avec l'Égypte et il y en a déjà eu un avec la Jordanie. Les deux parties s'engagent dans ce traité, donc en préambule, à poursuivre leurs efforts pour parvenir à une solution juste, globale, réaliste et durable du conflit israélo-palestinien. Et à travailler ensemble pour parvenir à une solution négociée au conflit israélo-palestinien qui réponde aux besoins et aux aspirations légitimes des deux peuples. On sent quand même poindre la paix, enfin, une issue. Une issue parce que ça veut dire qu'on élargit les acteurs du conflit israélo-palestinien, mais non pas dans le but d'un conflit, mais dans un but de médiation. Les deux parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute activité terroriste ou hostile l'un contre l'autre sur ou depuis leur territoire respectif, ainsi qu'à refuser tout soutien à de telles activités à l'étranger ou à autoriser un tel soutien sur ou depuis leur territoire respectif. Ça, c'est extrêmement important. Parce que ça veut dire que les Émirats arabes, et même si c'est un tout petit pays, mais le Bahreïn, s'engagent à ne rien faire qui pourrait aider une partie qui viendrait en conflit avec Israël. Évidemment, Israël dit la même chose pour eux, mais ça paraissait presque assez facile à faire. Mais dans l'autre sens, c'était plutôt quand même courageux, téméraire, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais en tout cas, c'était novateur. En octobre 2020, Donald Trump, qui est l'investigateur et le promoteur, qui a énormément travaillé, comme on dit, en sous-marin, c'est-à-dire auprès de différentes autorités de ces pays pour réussir à trouver cet accord. Donc c'est vraiment lui qui est l'élément fondamental de ces accords. Annonce, en 2020, annonce un accord de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan. Donc on élargit, c'est-à-dire qu'on avance. On avance. Sur ce plan-là, Donald Trump a énormément travaillé avec le monde arabe pour justement, en fait, et Israël, pour trouver des accords de paix, des moyens d'entente stable. Contrairement à Camp David, où il fallait absolument signer le document pour pouvoir être sur la photo et pour pouvoir mettre son nom dans l'histoire. C'est-à-dire que Bill Clinton, par exemple, a tout fait pour qu'on sache que c'était lui qui gérait le truc. Mais derrière, ça s'est terminé en queue de poisson. Tandis que là, Donald Trump, c'était complètement silence, jusqu'au jour où il annonce, voilà, avec le Soudan, maintenant, un pays de plus. En décembre 2020, 2 mois plus tard, Donald Trump annonce un accord de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc. Là, on peut dire que les choses s'accéléraient, oui. Je m'arrête. Vous en avez entendu parler dans les médias ? Non. Pourtant, ça, c'était fondamental. Ça, c'est qu'il y avait vraiment de plus important, si ce n'est au monde, on va dire au moins au Moyen-Orient, parce que ça changeait la face du Moyen-Orient. Je ferme la parenthèse. Le Maroc et Israël concluent en novembre 2021 un accord de coopération sécuritaire. Vous imaginez ce que cela signifie ? Le Maroc, il faut quand même savoir que le roi du Maroc est un descendant de Mahomet. Il faut voir les implications que ça a, ça. En avril 2022, on s'approche de 2023, en avril 2022, Israël et les Émirats concluent un accord de libre-échange. Les Émirats, c'est l'Arabie Saoudite. Après l'annonce de l'accord israélo-émirati, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou remercie le président égyptien Al-Sisi et les gouvernements d'Oman et de Bahreïn pour leur soutien à l'accord de paix historique. Israël est en train de signer un accord de paix avec l'Arabie Saoudite. Enfin, c'est énorme. C'est un basculement dans l'histoire, là. Enfin, faut être une croix rouge, quoi. Enfin, c'est dans le calendrier. Dans les prophéties bibliques, il est parlé d'alliance entre Israël et certains pays.
pour justement la fin des temps, cette fameuse fin des temps. On va prendre qu'un seul exemple, parce que là, il faudrait plusieurs soirées pour prendre tous les textes et regarder un petit peu toutes ces alliances, tout ce qui va se passer. Mais je vais prendre un texte. Ézéchiel, chapitre 38, le verset 13. « Séba et Dédan, les marchands de Tarsis, et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude? Pour emporter de l'argent et de l'or? Pour prendre des troupeaux et des biens? Pour faire un grand butin ?» Ici, on parle de Séba et Dédan. Alors, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas faire une étude sur les différents pays et leur représentation, parce que ce serait trop long encore, mais voilà. Dans la vallée de Shinéar, en Genèse, au tout début, avant la construction de la tour de Babel, les familles se multiplièrent. Et la parole de Dieu nous donne des générations. On dit que Sem a engendré Arpachshad, Loud, Assur, Aram, Elan, etc. Je ne vais pas tous vous les lire, avec une petite ambiguïté pour Caïnam, mais on a déjà étudié par ailleurs. Voilà. Et on a Cham aussi, ou Ram, le frère de Sem, voilà, avec toute sa descendance. Et puis on a Japhet, le troisième fils de Noé, avec toute sa descendance. Et plusieurs noms, pour ne pas dire tous, mais bon, on va dire plusieurs pour rester... sinon on va me demander de me donner tous les noms, ça serait plus long à expliquer. Donc, plusieurs noms représentant des pays ou des zones géographiques. Alors, je signale quand même que il peut y avoir un pays d'aujourd'hui qui peut être représenté par 2 ou 3 noms. Parce que dans l'histoire, ce pays est la réunion de 3 zones ou régions, voire pays dans certains endroits. Donc on a, on a des réunions et d'ailleurs dans le texte, on peut voir que certains de ces pays vont peut-être même se rescinder en 2, comme ça s'est passé par exemple pour la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie à l'époque, qui s'est coupée en fait, parce que le texte biblique nous parle de descendants qui sont en opposition sur ces régions. Bref. Donc c'est très intéressant à faire, c'est un peu long, mais c'est très intéressant. Et donc, on va prendre certains, on sait que, bon, Sem, c'est les Sémites, Héber, on dit que ce sont les Hébreux, Yoktan, on sait que c'est le Qatar, et les États-Unis arabes, comment oui, enfin, pas... Voilà, les Émirats arabes unis, merci. Voilà. Assur, on sait que c'est la Syrie. Aram, on sait que c'est la Syrie. Elan, on sait que c'est l'Iran. Cush, l'Éthiopie. Put, la Somalie. Mizraïm, c'est l'Égypte. Canaan, c'est la Jordanie. Sabta, c'est Oman. Avila, c'est le Yémen. Et Séba et Dédan, avec tous les autres, tous les descendants de Cush, en fait, de l'Éthiopie. Ce sont les petits royaumes de la péninsule arabique. Quand on dit petits royaumes, Séba et Dédan, alors Séba et Dédan, c'est parce que ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Arabie Saoudite est en réalité la réunion de plusieurs régions qui, même pendant des siècles, ne s'entendaient pas du tout, mais qui finalement se sont réunies. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails géopolitiques parce que là, on ne s'en sortirait pas. Et pour Japhet, on sait que Gomer, c'est la Mésopotamie, Magog, c'est la Lydie, Madaï, c'est la Médie, Yavan, c'est la Grèce, Toubal, c'est le sud de la mer Noire, Méchec, c'est l'Asie mineure, Tyras, c'est l'Italie, Ashkenaz, c'est l'Allemagne, Rifa, c'est la Lydie, Togarma, c'est l'Arménie, Elisha, c'est le Carthage, Kittim, c'est Chypre, les Dadamines, c'est Rhodes, et Tarsis, la péninsule ibérique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui nous intéresse pour ce soir, c'est Séba et Dédan. On sait que Séba et Dédan, c'est une partie de l'Arabie Saoudite. Avant l'attaque massive sur Israël décrite dans Ézéchiel 38, de Gog et Magog, avec cette attaque massive qui va se diriger contre Israël. Les pays de Séba et Dédan, l'Arabie Saoudite, font une alliance commerciale avec Israël. On y est là. On y est là. Le 19 septembre 2023, c'est pas longtemps, ouverture de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Benjamin Netanyahou prend la parole, annonce que l'Arabie saoudite entre dans les traités d'Abraham et que de nombreux pays arabes se préparent à y entrer aussi, suivant l'exemple de ce grand pays du Golfe. Il fait une annonce officielle que non seulement l'Arabie saoudite officiellement va rentrer dans le traité d'Abraham, mais qu'il y a plusieurs pays arabes qui sont sur le point d'y rentrer aussi. Imaginez l'accord de paix que c'est.
rouvre la même parenthèse que tout à l'heure, vous en avez entendu parler? Non, pourtant, recherchez, vous trouverez. Accord que condamnent évidemment, outre l'autorité palestinienne et le Hamas, l'Iran et la Turquie. Parce que eux, par contre, dis non. Non. Nous, on n'est pas d'accord. Parce que la Turquie, son rêve profond, Erdogan, c'est de retrouver l'Empire ottoman. C'est son rêve. Donc forcément, dans l'Empire ottoman, on ne peut pas avoir Israël au milieu. C'est pas possible. Entre autres. Et l'Iran, on connaît sa politique. Et le Hamas, évidemment, le Hamas qui s'est juré de détruire Israël, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un accord de paix qui remettrait en cause tout ce qu'on a vu depuis le début. L'existence même du Hamas, d'ailleurs. Survient alors l'attaque du 7 octobre 2023. L'attaque du 7 octobre 2023 survient quelques jours après, 2 semaines après, l'annonce de Benjamin Netanyahou comme quoi la paix au Moyen-Orient est imminente. Voilà pourquoi il y a eu le 7 octobre. L'Arabie Saoudite suspend ses discussions avec Israël. Tous les pays qui devaient rentrer dans le traité d'Abraham reculent. Alors, je ne sais pas si vous appelez ça une accélération, mais personnellement, je prends ça plutôt pour une décélération. C'est-à-dire un freinage. Et on l'a vu à maintes reprises. Dieu est souverain. C'est Dieu qui gère les temps et les moments. Ce ne sont pas les hommes politiques. Les prophéties montrent qu'il y aura, à un moment donné, un ensemble de pays qui se liguera contre Israël et un ensemble de pays qui se liguera en faveur d'Israël. On voit dans Ézéchiel 38, et pas que, il y a plusieurs passages, Ésaïe, etc. La carte aujourd'hui des pays qui condamnent le Hamas et ou soutiennent Israël, de ceux qui appellent à un apaisement sans se positionner directement, pour l'un ou pour l'autre, et de ceux qui condamnent Israël et ou soutiennent le Hamas. On prend une carte du monde, voilà. On a ici les pays, en bleu, les pays qui condamnent le Hamas et qui soutiennent Israël, en tout cas au niveau du micro, parce qu'on a vu tout à l'heure que parfois au niveau financement, c'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, on va dire au niveau de la communication qui est faite aujourd'hui, dans les médias, ou médiatiques, on a des pays en gris qui appellent à un apaisement, en gris foncé, qui appellent à un apaisement sans se positionner directement, et des pays en gris clair qui, eux, n'ont rien dit. Donc, voilà, statu quo. Et en orange, ici, pays qui condamnent Israël et ou soutiennent le Hamas. Donc, voilà. Avec certaines ambiguïtés pour la Russie, par exemple. Et l'Arabie Saoudite qui se trouve maintenant, comment on dit, un pied dans le caniveau, un pied sur le trottoir. C'est-à-dire, ils avaient engagé un processus de paix, donc là, ils font marche arrière. Mais ils ne peuvent pas non plus vraiment condamner. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Voilà. Mais la répartition actuelle ne correspond pas à celle qui est donnée dans les prophéties bibliques. C'est-à-dire que la Bible ne donne pas une liste exhaustive de tous les pays qui seront pour et de tous les pays qui seront contre. Mais elle donne une liste des pays les principaux qui seront pour et ceux qui seront contre. Et ce que l'on a aujourd'hui n'est pas le reflet de ce que dit la prophétie biblique. Donc de toute façon, ce n'est pas l'heure. Donc malgré tous les efforts que certains hommes politiques, certaines associations, certaines organisations, certains chrétiens dans la prière, ça n'accélérera pas le temps de Dieu. Oups. L'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 est un coup de frein important de plus dans le déroulement des événements qui tendraient vers un accomplissement rapide, voire expéditif des prophéties bibliques. On a l'impression que les chrétiens voudraient que ça s'accélère, en fait. Voudraient que ça s'accélère. Jérémie 23,6, il est dit « En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. » En son temps. En son temps. C'est Dieu qui détermine les temps et les moments. Ecclésiaste 3,11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Cette phrase montre bien que ce n'est pas la peine d'essayer de saisir, puisque la parole de Dieu nous dit que nous ne pouvons pas saisir ce que Dieu fait. Et forcément, nous n'avons qu'une vision de notre hauteur.
allez, pour les plus grands d'entre nous, 2 mètres, quoi. Mais Dieu, lui, est dans les cieux, donc il a une vue infinie. Il a un recul infini. Et il est infini. Pas nous. Pas nous. Dieu prépare son avènement. Dieu prépare, depuis Genèse 1, Dieu prépare la fin. Il a déjà tout prévu. Il y aura des alliances entre Israël et l'Arabie Saoudite et d'autres pays. Mais en son temps. Pas dans le temps de Donald Trump ou de je ne sais pas qui. C'est louable. C'est louable ce qui a été fait. Et certainement que ça sera préparatoire, puisque certainement que ces traités d'Abraham seront repris plus tard. Mais ça ne s'accélère pas. Il y aura un temps de paix pour Israël, mais en son temps. Et la parole de Dieu ne parle jamais d'accélération. Elle parle d'accomplissement de prophéties précises. En son temps. Le 7 octobre 2023 est un événement modérateur dans la préparation des événements annoncés dans la Bible. Dieu est le gestionnaire des temps et des moments. Le 7 octobre 2023 est un événement stimulateur d'une prise de conscience de l'éternité pour Israël. Dieu est le gestionnaire des temps et des moments. Pourquoi le stimulateur ? Parce que si vous regardez, si vous écoutez ce qui se passe du côté israélien, mais le nombre de miracles qu'il y a parmi les militaires israéliens, mais c'est tous les jours. Tous les jours. Au point que des laïcs, des non-croyants, reviennent au judaïsme. Et alors vous allez me dire, oui, mais ils ne viennent pas à Christ. Non, mais attention. Attention, les prophéties bibliques parlent de la fin des temps d'un Israël judaïque, d'un Israël qui revient à la loi. Et la loi étant elle-même le pédagogue qui mènera à Christ. Les choses se préparent. Dieu est le gestionnaire des temps et des moments. Mais le nombre de miracles, il est colossal. Le nombre de gens qui reviennent... Il y a maintenant des unités, j'ai encore entendu cette semaine des témoignages, des unités quand elles avancent dans Gaza, quand c'est l'heure de la prière, l'unité arrête. Et elle prie. Et après, elle reprend. Et le commandement écoute et autorise. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Je dis, le nombre de témoignages, il est énorme. J'ai été impressionné par tous les témoignages. Israël est un indicateur de l'heure divine. C'est un indicateur de l'heure divine. Ce n'est pas parce qu'il est minuit moins 5 que le temps s'écoule plus rapidement. Ce n'est pas parce qu'il est minuit moins 5 que les 5 dernières minutes vont aller beaucoup plus vite. Nous sommes conscients qu'il est minuit moins 5 à l'horloge de l'humanité. C'est-à-dire que nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de prophéties qui se sont accomplies. Les lister ne suffiraient pas en 1 heure de temps. Mais est-ce à dire, peut-on dire que parce que beaucoup de prophéties sont accomplies, elles vont s'accomplir de plus en plus vite ? Non, elles vont s'accomplir au rythme que Dieu a décidé. Et les prophéties que Dieu nous a données sont des points de repère. Et Israël est un point de repère. À l'heure de Dieu. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce qu'il est minuit moins 5 que les 5 dernières minutes vont passer beaucoup plus vite. D'ailleurs, en général, si vous attendez avec impatience un événement, les 5 dernières minutes, elles passent beaucoup plus lentement. Donc, soyons proches de Dieu et ne cherchons pas à connaître ce que lui veut faire, mais cherchons à connaître ce que lui veut faire avec nous et de nous. Et déjà, il y a pas mal de travail. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.